Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue Allô? à notre neuvième webinaire Kelobantu. Ça commence à être un héritage, un vrai legacy, n'est-ce pas, Mianda? Ça fait plaisir de te voir. Oui, Euh, Merci de ça fait m'avoir plaisir d'être invité, là. Mianda. Hein? Euh, C'est toujours un plaisir d'être là. oui, ben, la dernière fois, j'ai pas pu, donc tu as pris un special guest. Euh, Oui, mais c'était voilà, je Mandy suis qui a content de valablement pouvoir représenté. te rejoindre et de faire équipe avec toi encore. Alors, aujourd'hui, nous avons un merveilleux panel que nous allons présenter d'ici peu. Mais avant cela, je voulais juste rappeler à tous ceux qui nous suivent, euh, euh, les gens sont en train de venir petit à petit. Donc, je voulais juste rappeler à tous ceux qui nous suivent ce qui est Kelobantu, qui nous sommes, ce que nous faisons, et de manière à juste pouvoir bien entrer dans ce webinaire. Donc, alors, Kelobantu est une plateforme qui a été initiée par la société Sodeiko, ainsi que le NIR, qui est la Fédération des entreprises suédoises. Cette plateforme a été créée pour pouvoir justement contribuer au développement de la RDC en améliorant ses ressources humaines au niveau des entreprises et rassembler les employeurs et les employeurs afin de pouvoir créer des dialogues sociaux qui mettent en place ou qui mettent sur table les défis et les opportunités afin de renforcer les capacités nécessaires aux deux parties pour assurer la durabilité de l'entreprise. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est vraiment, c'est vraiment le cœur même de Kelobantu et on est très content de pouvoir avoir cette thématique qui a été depuis longtemps attendue. Donc, nous avons des objectifs, on en a 6. Nous voulons favoriser un partenariat solide et direct entre l'employé et l'employeur, établir une analyse de besoins des entreprises afin de faire ressortir les lacunes qui les empêchent d'atteindre la durabilité. Nous voulons également promouvoir la réinsertion de la diaspora pour le partage des meilleures pratiques et des connaissances, contribuant à améliorer des compétences au milieu du travail. Nous voulons bien sûr travailler vers une représentativité de minimum 30% de femmes dans les rôles décisionnels d'ici 2030. Si c'était moi-même, je serais à 50, si pas 60% même de femmes, chose qui est faite dans notre entreprise. Juste un petit clin d'œil à Mianda par rapport à ça. Le point 5, c'est assurer, ou l'objectif 5, c'est assurer l'établissement, l'amélioration ainsi que la mise en œuvre des politiques d'équité en respectant la diversité de la société. Et le point 6, c'est pouvoir créer des possibilités de développement des compétences ciblées nécessaires pour atteindre pleinement le potentiel individuel, alimentant l'entreprise pour obtenir une productivité maximale. Et ce sixième point fait, en fait, encore une fois, je souligne ce sixième point, sans le dialogue social, sans un travail entre l'employé et l'employeur, ce sixième point ne pourra pas être fait. Alors, notre écosystème, il est simple. Nous avons un écosystème sur trois axes et je vais laisser Mianda nous parler de cet écosystème. Merci Joe pour la parole. Encore une fois, un grand privilège de se retrouver ici sur la plateforme Kelobantu, qui est voilà, une plateforme, comme l'a expliqué Joe, qui favorise le fait d'avoir un dialogue social, des échanges par rapport à ce qui se passe en entreprise, mais aussi dans la communauté, dans la société en général. Et autour de la plateforme, nous avons créé tout un écosystème qui a justement trois onglets. Donc, le premier, c'est les ateliers que nous organisons auprès de nos partenaires. Ces ateliers, au fait, ils consistent à établir des analyses de besoins pour savoir exactement quels sont les besoins, quelles sont les lacunes que nous devons, au fait, aborder pour pouvoir, comme l'a dit Joe tout à l'heure, obtenir une production
maximale de la part des employés aussi au sein de l'entreprise. Nous avons aussi créé un forum annuel qui se tient donc au mois d'octobre généralement, où nous réunissons tous nos partenaires, des acteurs des différents secteurs, ainsi que les décideurs et ceux qui nous aident à aboutir à la concrétisation de ce que nous avons abordé pendant les webinaires. Et bien sûr, nous avons l'académie parce que Kelobantu ne se veut pas juste comme une plateforme de discussion, mais plutôt c'est aussi une plateforme qui accompagne ses partenaires et cela dans le renforcement des capacités. Donc, l'académie est là au sein de la SODEICO pour accompagner nos partenaires dans le renforcement des capacités et le transfert des compétences. Ça, c'est en ce qui il est question de l'écosystème des Kelobantu. Sans plus tarder, je crois, Joe, on devrait directement aborder le vif du sujet parce que notre temps est très court et nous avons un magnifique panel avec nous aujourd'hui on va vous présenter qui sont juste là pour répondre aux questions des participants, mais aussi aux questions qu'on se pose par rapport au dialogue social. Donc, comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui, c'est le dialogue social, un win-win pour le développement durable des entreprises. Alors, nous avons avec nous Ladies First. C'est la seule dame qui est dans notre panel aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Paul Ndessomine. Elle est la secrétaire générale régionale d'Industriol en Afrique subsaharienne. Madame Paul a travaillé pour le mouvement syndicaux à travers différents pays dans la région, sous différents titres et dans des institutions mondiales pendant plus de 2 décennies. Ça, c'est beaucoup de temps. Elle va vous en parler tout à l'heure. Elle est formée en gestion d'entreprise. Elle a une expérience extraordinaire dans la création et le développement des mouvements syndicaux et sociaux, mais aussi dans le renforcement des institutions du travail, la protection des droits du travail, le lancement et la conduite des programmes de développement organisationnel. Actuellement, Madame Paul élabore un programme de développement régional et idéologique pour les syndicats de la sous-région. Bienvenue, Madame Paul. Merci beaucoup, Mianda, et merci aussi aux camarades et Joe aussi, avec qui j'ai parlé il y a un moment. Merci pour cette invitation. C'est une opportunité pour moi d'échanger quand même avec les frères congolais, puisque je travaille quand même au Congo depuis une bonne dizaine d'années. Donc, je vous remercie pour cette opportunité aussi. Merci. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. En deuxième position, nous avons Monsieur Bernard Beya, qui lui est le président de la délégation syndicale de Tigo, qui est après devenu Orange, donc depuis 2009. Il détient un master en gestion et en droit d'entreprise et il est aussi chef de département comptabilité d'Orange, RDC. Merci beaucoup Bernard Beya d'être parmi nous. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir être associé à ce que vous faites dans SODEICO et particulièrement Joe Mianda et apporter une pierre, une contribution à ce thème dialogue social, win-win, surtout la précision. Win-win, c'est un concept qui, à mon avis, doit être vulgarisé, discuté, bien compris. Et donc, c'est tout mon plaisir et toutes mes salutations à tous ceux qui participent à ce forum, aussi bien des panélistes que tous nos invités. Nous espérons passer des moments constructifs. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Béa. Et aussi, parmi nous, il y a notre ami, mon cher ami à moi, parce que ça fait très longtemps que je le connais, et je sais qu'il est très passionné par rapport à la protection sociale. Il s'agit donc de Monsieur Fons de Potter, qui est le président de WSM. C'est une ONG belge d'un mouvement d'ouvriers chrétiens. Il a plus de 40 ans de carrière professionnelle syndicale dans la CSC, mais c'est Belgique, s'il vous plaît. Il est membre du conseil d'administration de l'ASBEL Solidarité internationale des mineurs, où il est coordinateur de projets de mines en Afrique, y compris en RDC. M. Fons a été pendant plus de 10 ans juge social dans le tribunal de travail de Bruxelles et de 2008 à 2017, il était donc président du groupe des travailleurs dans le dialogue social de l'Europe pour le secteur de la chimie.
Bienvenue, cher ami Fonce. Est-ce que vous êtes parmi nous, Monsieur Fonce? Voilà, comme cela, le micro est allumé. Voilà. Probablement, vous pouvez m'entendre. Tout d'abord, mes salutations à tous les participants de ce webinaire. C'est surtout pour eux que ce webinaire est organisé. Mes sincères salutations à tout le monde qui nous écoute. OK, la majorité d'entre vous, des panélistes, le fait du continent de l'Afrique. Mais donc, la technique nous permet aujourd'hui d'avoir des connexions partout dans le monde. Et voilà, vous m'entendez du côté de Bruxelles. J'habite pas loin de la capitale de la Belgique. Voilà. Donc, Mianda m'a déjà présenté. Voilà, je connais pas tous les panélistes, mais quand même quelques-uns, vu mon passé dans le syndicat en Belgique, mais aussi dans le syndicat international, surtout à Industrial. Voilà, donc je suis très heureux et félicitations pour les organisateurs avec le choix du thème. Le dialogue social est très important dans la lutte pour un travail décent. Quand on regarde ce qui se passe à l'OIT et ce qu'on dit sur le travail décent, il y a 4 piliers. Un des piliers les plus importants est le dialogue social et je suis très heureux que vous avez fait le choix de le mettre en avant aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour ça. Notre quatrième invité de cet après-midi est Monsieur Valérine Nsoupi, qui lui est secrétaire général de la Confédération syndicale du Congo. Il est licencié en histoire à l'université de Lubumbashi, conseiller élu de la collectivité de Chijiba au Kasaï oriental. Il fut professeur d'histoire et préfet des études. Il a suivi des formations syndicales dans plusieurs pays du monde et plus récemment en Namibie. Et il a, lui, une forte expérience justement du mouvement syndicaliste en RDC et ce sera très intéressant d'écouter ses propos. Merci à vous d'être là avec nous, Monsieur Valéry. Oui, merci beaucoup les amis pour m'avoir choisi afin que je puisse placer les mots autour de ce thème important qui porte sur les dialogues sociaux. J'estime que le thème étant extrêmement important pour l'ensemble des travailleurs et des employeurs, nous allons faire en sorte qu'à l'issue de ces débats, que les solutions qu'ils pourront trouver pourront aider l'employeur à résoudre les problèmes des travailleurs, tout en utilisant, bien entendu, le dialogue. À vous tous, je vous remercie. Merci à vous, M. Valéry. Alors, Joe, moi, je propose qu'on avance. Oui. Voilà, nous n'avons qu'une heure, en principe, pour clôturer cette expérience d'échange avec nos panélistes et nos participants, bien sûr. Nous avons quelques indications, orientations à vous donner. Entre autres, il y a donc la section de questions-réponses qui est là pour que nous puissions collecter toutes les questions que vous avez pour les panélistes. Comme ça, si nous ne sommes pas en mesure d'y répondre tout de suite, ou bien nous ne sommes pas en mesure de vous prendre en live, nous trouverons au fait par nos canaux de communication un moyen de vous renvoyer les réponses, ou bien de vous rejoindre à nos prochaines discussions. Il y a aussi une équipe qui est là au back-office pour justement des questions pratiques que vous pourrez poser directement. Ensuite de cela, nous allons avancer. Voilà, nous allons commencer. D'accord? Alors, moi, je vais déjà, si Joe me le permet, poser la première question. La première question qui serait une question à titre vraiment général. Voilà, nous entendons parler du dialogue social. Nous avons commencé à parler du dialogue social ici, mais souvent nous parlons du dialogue social en dehors des entreprises et dans ce cas spécifique, nous parlons du dialogue social en entreprise. Est-ce que vous pourrez nous dire, Madame Paul, en quoi consisterait d'avoir un dialogue social à caractéristiques au fait durable, un bon dialogue social? Quels sont les éléments à réunir pour avoir un bon dialogue social en entreprise et pour qu'il en découle
des aboutissants durables. À vous la parole. Merci beaucoup, Mianda, pour cette opportunité. Quelles sont les caractéristiques d'un dialogue social? D'abord, il y a quand même des préconditions hein, au niveau du dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des partenaires assez forts qui ont aussi des capacités d'accès à l'information et puis qui ont envie quand même de pouvoir d'apporter quand même des changements et de pouvoir échanger avec leurs partenaires en entreprise. Dans ce cas particulier, c'est avec les travailleurs ou avec une délégation syndicale. Il faut aussi quand même le respect des droits fondamentaux, surtout les droits par rapport à j'ai envie de dire en anglais, la freedom of association, la liberté de pouvoir, par exemple, de s'associer, la liberté d'association. Et puis aussi, il faut un environnement, je dis, favorable à un dialogue social en entreprise. Et il faut quand même s'assurer que, par exemple, en partant dans ce dialogue-là, on a quand même deux parties au moins comme en entreprise qui sont quand même à un certain niveau, qui sont égales partenaires. Et c'est très important que ces parties-là qu'il y ait quand même un certain rapport mutuel, qu'il y ait forcément une transparence et qu'il y ait un processus quand même assez structuré dans ce processus-là. Donc, moi, je pense que ce sont ces caractéristiques et des conditions vraiment préalables assez importantes afin de rentrer dans un dialogue social en entreprise. Voilà. Alors, des éléments très importants, je vais demander, est-ce que, monsieur Fons, vous pouvez compléter, est-ce qu'il y a d'autres prérequis qui sont importants pour pouvoir parler d'un réel dialogue social en entreprise? Mais je veux continuer dans la foulée de ce que Paul a dit. Hein. Donc, il y a quelques grands principes qu'on doit respecter pour avoir un bon dialogue social. Tout d'abord, le principe de l'égalité des partenaires. Hein. Je sais, dans l'hiérarchie d'une entreprise, dans une classification d'une entreprise, il y a un certain rang. Hein. Dans le dialogue social, il n'y a pas de hiérarchie. On parle de façon égale, qu'on est du côté de l'employeur, qu'on est du côté du travailleur. Il y a vraiment de l'égalité et ça, c'est un principe qu'il faut respecter. L'un n'est pas supérieur à l'autre, c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce que je trouve aussi important, c'est, je sais que parfois, dans les médias, il y a les grèves, les conflits sociaux qui entrent dans les médias, mais le bon dialogue social n'arrive pas si souvent dans les médias. Parce que le bon dialogue social, le principe, ça, c'est basé sur la confiance et le respect de l'un de l'autre. Le respect du travailleur vers l'employeur, mais aussi l'inverse de l'employeur vers le travailleur. Et voilà. Maintenant, aussi quelque chose que je trouve très important, c'est que tous les partenaires qui sont autour de la table ont une bonne connaissance. Hein. Et pour cela, j'encourage les organisations syndicales de vraiment investir dans cette formation. Parce que du côté syndical, on n'a pas toujours eu les études que le management d'une entreprise a eues. Et pour cela, voilà, donc tout le monde doit être autour de la table avec une même base de connaissances. Donc, il est important que les délégués syndicaux sont aussi bien informés. La transparence est aussi un élément très important. En disant qu'il ne faut rien cacher. S'il y a un agenda qui est caché, à ce moment, il y a une méfiance qui va exister et pour ça, nous devons vraiment éviter. Un élément que je trouve aussi très important, c'est que ceux qui sont autour de la table ont une représentativité, qu'ils ne parlent pas de soi-même, de leur personnalité, mais qu'ils sont vraiment mandatés. Dans une direction, on est mandaté, on a préparé le discours, on a préparé le sujet qui est sur la table, mais c'est aussi le cas pour les représentants des travailleurs. Et donc, ce que je veux ajouter, si le dialogue social peut bien fonctionner, j'ai déjà fait allusion à l'hiérarchie qui existe dans une entreprise,
alors il faut aussi avoir une bonne protection légale pour les représentants des travailleurs. Sinon, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas autour de la table avec les mêmes qualités, avec les mêmes valeurs. Ce sont aussi des travailleurs, ils ont aussi leur revenu dans la société, ils ont aussi leur famille qui doit être, ils doivent aussi nourrir leur famille avec l'argent qu'ils gagnent dans l'entreprise. Donc, d'un côté, ils sont représentants des travailleurs, mais d'autre part, ils sont aussi travailleurs. Et le fait qu'ils sont travailleurs, ça ne peut pas affaiblir leur rôle dans le dialogue social et ça veut dire qu'ils doivent avoir une bonne protection légale, comme quoi qu'ils peuvent aussi parler ouvertement. Et finalement, ce que je veux ajouter, un dialogue social, ce n'est pas uniquement quelque chose pour avoir un bon discours autour de la table. À la fin, il faut avoir des accords contraignants et des accords contraignants, c'est pour les deux parties. Il y a pour les travailleurs des obligations, il y a des droits. Il y a aussi pour les employeurs des droits à respecter, des obligations. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Mais donc, finalement, arriver à des bons accords contraignants, je pense que ça, c'est vraiment le but final d'un bon dialogue social. Voilà, ce sont quelques éléments que je vais mettre sur table, Mianda. Merci, Monsieur Merci Fons. beaucoup. C'est très pertinent ce que vous avez dit, vous et Madame Paul. Et c'est parfait parce que vous mettez vraiment les points sur ce que nous allons discuter et ce que nous pensons. J'avais une question à Monsieur Bernard Beya sur base de ce que Monsieur Paul il a dit, de ce que Monsieur Fons a dit, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le dialogue social peut effectivement aider une société à développer un partenariat ou aider les différents acteurs à vraiment développer un partenariat solide afin de pouvoir développer ou afin de pouvoir aboutir à un développement durable pour l'entreprise? Monsieur Bernard, vous êtes là? Le micro, désolé, le micro. Il n'y a pas de problème. Je disais que tout ce qui a été dit est très pertinent et très enrichissant. Et pour moi, ce sont des préalables sans lesquels le dialogue social en entreprise ne peut produire aucun résultat. Et je considère encore une fois que le dialogue social, comme vous l'avez dit, est indispensable dans la mesure où vous avez deux parties. Une partie qui vise à produire et à gagner. C'est ça le rôle d'un capitaliste. Les entreprises existent d'abord pour pouvoir faire des profits. C'est ça l'objectif. Mais de l'autre côté, vous avez des personnes, des hommes, des femmes, qui sont comme des paramètres essentiels, des contributeurs principaux dans la réalisation de cet objectif-là. Et donc, le dialogue social se veut donc comme ce cadre, comme il a été dit. Et effectivement, des entreprises comme la nôtre, on y attache une très, très grande importance et ça devrait être le cas pour les autres entreprises aussi. Et on doit juste éviter de l'incriminer et il faut qu'il y ait la volonté des deux côtés, de toutes les parties, à pouvoir travailler de manière à permettre d'un côté de gagner, c'est vrai, mais de l'autre côté, aux salariés, à ceux qui produisent, de se sentir concernés, de s'approprier même tout ce qui se fait en entreprise. Donc, moi, pour répondre gros à votre question, le dialogue social, c'est un instrument à ne pas négliger, à cultiver, à développer, à intérioriser, mais appliquer de bonne foi de part et d'autre. Et certainement, ça pourra mener à un développement durable au sein de l'entreprise. Alors, vous m'avez donné envie de vous poser une question de plus. Pour notre audience ici et sans devoir casser aucun secret professionnel, pouvez-vous nous donner un petit exemple de réalisation positive issue d'un dialogue social au sein de votre entreprise sur une question que vous pouvez bien sûr partager ou au sein d'une autre activité que vous avez eue qui n'est peut-être pas entreprise, afin que les gens puissent voir qu'il y a effectivement
du positif qui peut ressortir d'un dialogue social? Alors, bien évidemment, je peux donner deux grands exemples. Le premier exemple, c'est que c'est avec les dialogues sociaux que nous avons réussi à mettre en place des conventions collectives. Vous voyez, la convention collective, c'est même ça l'aboutissement ou la matérialisation de ce qu'on appelle dialogue social. Et ça vient toujours pour améliorer d'un côté les conditions de travail des salariés. Et ça, on l'a fait. Et ce n'est pas toujours facile pour une multinationale de mettre en place une convention collective. Un deuxième exemple, et même troisième si vous le voulez bien, en 2016, Orange RDC vient pour acheter ou acquérir Tigo à l'époque. On fait une fusion-absorption. Et vous avez une entreprise qui existe qui va avaler, dans des termes assez clairs, simples, qui va avaler une autre, mais qui dispose de son personnel, qui dispose de ses méthodes, qui dispose de ses documents en termes de conventions collectives, en termes de règlements. Comment on va régler la question? C'est le dialogue social. Il a suffi que les bancs syndicaux et les bancs employeurs se mettent en place pour dire comment on fait. Et à la suite de cette discussion, il avait été admis que tous les collègues qui étaient fusionnés allaient garder leurs avantages, leurs contrats, leurs conventions collectives et que rien n'allait être supprimé. Ça, c'est le résultat du dialogue social. Et toutes les fois qu'il y a une restructuration en entreprise, toutes les fois qu'un emploi peut être impacté, toutes les fois qu'un avantage peut être touché, nous nous mettons à table et nous discutons. Même pendant ce temps où je vous parle, nous sommes en plein ce qu'on appelle transformation de la société. Je sais que c'est un chapitre qui est prévu, il y a la COVID qui est passée, il y a beaucoup de choses et beaucoup de sociétés ont été impactées. Et il peut y avoir des décisions assez difficiles à prendre. Et moi, de mon expérience, et je pense que ça, c'est aussi renforcé par la culture du dialogue social au sein du groupe Orange, parce que quand il n'y avait pas COVID, 2 fois l'an, tous les représentants syndicaux de tous les pays allaient se retrouver au niveau de notre maison mère avec les numéros 1 de la société dans le cadre de l'UNI. Et à ce moment-là, il y a des accords qui sont signés au niveau de l'UNI, au niveau de OMEA, et toutes les opérations vont les personnaliser au jour le jour. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, on a beaucoup d'exemples qui démontrent que le dialogue social aboutit toujours à quelque chose de constructif lorsque c'est fait de bonne foi, sans idée cachée et dans l'idée de régler une solution pour les intérêts de toutes les parties. Merci, Monsieur B. Alors, je vais directement passer la parole donc, à Monsieur Valéry, que nous n'avons pas encore entendu répondre à l'une des questions. On reviendra sur la question de l'impact du dialogue social dans le cadre de la pandémie que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais juste pour poser une question aussi pertinente qui nous a été posée avant le webinaire, c'est une question que beaucoup se posent en entreprise. Et celle-là, Monsieur Valéry, s'il vous plaît, vous allez nous répondre ou nous donner une réponse, j'espère qu'elle sera satisfaisante pour toutes. Mais cela concerne au fait les entreprises de recrutement et de placement. Donc, il y a de plus en plus une recherche de flexibilité au niveau des employeurs. Et les entreprises ont de plus en plus recours à des tierces pour combler leurs besoins de main-d'œuvre, et de manière temporaire ou bien de manière permanente. Comment se conjugue donc la relation tripartite, parce que dans le dialogue social, on parle de tripartisme. Comment est-ce que cela se passe dans le cadre des employés qui sont sous-traitance? Oui, merci, Madame, pour la question. Vous me demandez de montrer comment conjuguer relations tripartites et sous-traitance avec le travail des Exactement, parce que souvent, ils sont exclus. Les employés des entreprises sous-traitantes sont exclus dans le dialogue social au sein des entreprises. Alors, comment… Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on parle de relations entre tripartites et sous-traitance, je préfère vous parler tout d'abord
la tripartite chez nous, c'est le Conseil national du travail, qui est une structure normative, donc qui donne des textes et des normes à suivre. La sous-traitance, sincèrement, c'est une catégorie de travailleurs qui sont exploités, hein, qui ne sont pas respectés, qui travaillent jour et nuit sans contrat. Donc, cette catégorie en souffre énormément. Mais comment lier, comment amener des relations entre cette catégorie et la tripartite? Je prends le cas de chez nous, le Conseil national du travail, où il y a le gouvernement, où il y a la FEC et les syndicats des travailleurs. Ce qui se passe, il faut nécessairement que la tripartite lève le ton, donne des lois qui doivent protéger les travailleurs de sous-traitance. Mais jusqu'à preuve de contraire, je prends le cas de notre Congo, les sous-traitants sont abandonnés à eux-mêmes. Je prends le cas. Vous allez trouver un employeur qui compte 50 travailleurs. 9 ont signé le contrat et le reste sont les sous-traitants. Ces derniers ne sont pas protégés ni par les syndicats ni par la loi. Alors, parce que vous parlez de relations qui doivent exister entre la tripartite, les sous-traitants, avant d'arriver au travail décent, il faudra qu'il y ait la loi qui doit protéger cette catégorie de travailleurs. Bien sûr, la loi est là, mais jusqu'à preuve de contraire, le Conseil national du travail n'a pas encore trouvé solution pour protéger ces travailleurs. Qu'est-ce qui se passe au sein de la tripartite? La FEC, qui est syndicat des employeurs, fait tout pour bloquer et exposer, donc donner la chance aux employeurs d'exploiter davantage les sous-traitants. Mais les souhaits chez nous consistent à ce que ces travailleurs soient protégés et que la tripartite lève le ton, fasse un effort pour qu'on vote la loi afin que la catégorie de ces travailleurs puisse être protégée. Bien entendu, on arrive au travail décent. C'est un travail qui conditionne, qui donne des conditions les meilleures pour les travailleurs. Pour arriver au travail décent, il faut qu'il y ait des textes pour ces cas de travailleurs, donc les sous-traitants. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Très intéressant. Merci beaucoup, M. Valéry. Bien sûr, ce n'est pas… Oui. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui, oui. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et merci aux camarades qui viennent de parler de la situation de Congo. Si je peux peut-être parler de l'expérience qu'on a ailleurs, puisque nous sommes une fédération internationale, peut-être que ça va quand même servir d'exemple, parce que le problème de ces agences de recrutement, maintenant c'est un peu partout, hein. Mais pour ce qui est le cas, si je prends l'exemple, par exemple, de l'Afrique du Sud ou dans certains autres pays, même au Ghana, par exemple, le syndicat qui est en entreprise, surtout le syndicat fort qui est en entreprise, prend cette responsabilité-là de parler au nom de tous les travailleurs en entreprise, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués, qu'ils soient leurs membres parlementaires, ou bien même s'ils sont des employés de façon contractuelle. Donc, je veux dire que non seulement ça dépend de la structure des syndicats, ça dépend du fait que dans certains pays, il y a des syndicats qui sont très forts. Mais je sais par exemple que pour un exemple en Afrique du Sud, quand il y a un certain dialogue social, toutes les décisions qui sont prises, surtout pour les travailleurs, le syndicat fort qui est en entreprise le fait en s'assurant que tous les travailleurs, qu'ils soient contractuels ou non, qu'ils soient leurs affiliés ou leurs membres ou pas, bénéficient on appelle ça de ces avantages-là à l'issue de ce dialogue social. Donc, je pense que j'aimerais quand même que
avec ces exemples-là qu'on est prêt à partager comme nos camarades, on en a plusieurs dans certains pays, qu'on dise aux camarades que c'est possible, mais que ça dépend du syndicat en entreprise, s'il est fort ou pas, parce que ça se fait dans bien d'autres pays. Merci. Excellent point. Merci beaucoup, Madame Paul. Mianda, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Donc, je voulais juste relever au fait, comme l'a dit tout à l'heure Madame Paul, que pour elle, dans certains pays, c'est parce que c'est un partage d'expérience, le syndicat est appelé à représenter tous les travailleurs, qu'ils soient des entreprises de sous-traitance de recrutement ou pas. Ils portent sa voix dans le dialogue social. Et M. Fons, allez-y, vous pouvez enrichir au fait le point. Et voilà, donc je vais partager un petit peu mon expérience que j'ai dans le secteur minier dans plusieurs pays en Afrique, mais surtout au Congo, après quelques visites que j'ai faites au Katanga. Là, j'ai fait la constatation que ceux qui travaillent vraiment comme travailleurs avec un contrat de durée indéterminée dans les mines, ils ont un statut, je n'ose pas dire que c'est toujours un bon statut, mais assez bon, en disant qu'ils peuvent bien survivre avec le salaire qu'ils gagnent. Mais si on voit les milliers de travailleurs autour de ces mines qui font le même travail finalement, mais qui ont un contrat avec les contractants, ou comme intérimaires, là, nous devons constater qu'il y a une grande différence entre les conditions de travail des travailleurs fixes et les contractants. La différence est pas uniquement au niveau du salaire, la différence est aussi en ce qui concerne la sécurité du travail, en ce qui concerne la sécurité d'existence, la sécurité sociale, parce qu'il y a des jours où on peut travailler, il y a des jours où on ne peut pas travailler. Il y a aussi plusieurs statuts, j'ai constaté. J'ai aussi rencontré les journaliers, ceux qui doivent venir à l'entrée de la société chaque jour pour voir s'il y a du travail, s'il n'y a pas de travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le système pour ceux qui ont un contrat de durée indéterminée est assez bien développé, mais au niveau des contractants, la situation est très faible. D'ailleurs, aussi, le taux de syndicalisation dans ces entreprises est encore minimaliste. Est-ce qu'il y a des solutions? Si déjà on peut accentuer le niveau sectoriel, par exemple fixer des barèmes minimum pour tous les travailleurs qui travaillent dans les mines au Congo, par exemple, à ce moment, on a déjà une plateforme à laquelle tout le monde doit s'associer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un bon dialogue social dans les sociétés, probablement. Il y a une bonne négociation. Et on défend très bien les intérêts des travailleurs qui ont un contrat fixe, mais tous ceux qui ont un contrat d'intérimaire, journalier, des contractants, pour cela, la situation reste très faible. Et je pense que pour cela, il faut donc faire monter le niveau sectoriel, qu'on croit que des travailleurs qui travaillent dans un secteur ont déjà une plateforme minimum à laquelle ils peuvent se baser. Alors, je suis obligée de vous couper par rapport à cette question. Je vois que M. Valéry a la main levée, mais nous reviendrons sur ça parce que nous avons beaucoup de questions et je sens que ça, c'est une question vraiment d'actualité à chaud qui préoccupe un peu tout le monde. Nous allons y revenir, mais nous allons quand même poser une autre question puisque nous parlons du dialogue social et nous parlons de protection sociale. Est-ce qu'il y a lieu, Madame Paul, je reviens vers vous, d'élargir au fait la mission du syndicat, de la délégation syndicale pour aborder toutes les problématiques qui ont lien aussi à des questions économiques et aussi environnementales. Est-ce que le rôle du syndicat n'est que d'adresser au fait les questions qui tiennent compte au fait, à tout ce qui est prévoyance sociale, ou est-ce que les questions purement économiques, macro aussi, et aussi les questions environnementales? Madame Paul, s'il vous plaît. Merci, Mianda. C'est une très bonne question. Oui, la réponse est oui, et c'est vraiment beaucoup souhaitable. Lorsqu'il y a un dialogue social qui existe
égal partenaire qui existe en entreprise, c'est souhaitable. Si je vous donne par exemple l'exemple, si on doit adresser les questions environnementales, par exemple. Vous prenez l'exemple d'une entreprise dans les mines, puisque quand même, j'ai beaucoup plus de connaissances dans le secteur des mines. Vous prenez l'entreprise de la mine, il y a les travailleurs de cette entreprise-là vivent dans une communauté. Et vous savez, de plus en plus, les communautés qui vivent dans ces communautés-là qui vivent autour des mines ont d'énormes problèmes de santé. L'eau, quelquefois, l'eau qu'ils boivent dans les communautés, quelquefois, il y a des problèmes parce qu'elle n'est pas aussi potable. Il y a les questions de poussière. Et pour un travailleur, après le travail, qui va à la maison et qui vit dans cette communauté-là, forcément, s'il consomme l'eau ou qu'il respire cette poussière là-bas, ça va affecter, je veux dire, sa santé générale. Et donc, c'est important que, par exemple, pour ces communautés-là, ce dialogue social-là adresse forcément les questions environnementales. Et ça, c'est clé non seulement pour la vie même de ces travailleurs-là qui vivent dans ces communautés-là, c'est aussi très important, par exemple, pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, à part les questions en entreprise, donc liées comment on appelle ça, au travail en entreprise, il serait aussi souhaitable qu'on estende, par exemple, ces conventions collectives-là qui incluent des clauses par rapport à l'environnement. L'autre aspect aussi économique dont vous venez de parler, c'est très important. Il est vraiment pertinent pour les dirigeants syndicaux d'engager les employeurs sur des questions macroéconomiques qui peuvent éroder les gains réalisés pendant négociation collective. Un exemple typique, dans un pays dont les fondamentaux macroéconomiques, tels que le taux d'emploi, le taux d'intérêt, le taux de change, le taux d'inflation et d'autres indices économiques, si par exemple ce pays-là, ces indices-là ne sont pas quand même constants et que ces indices-là sont par exemple mauvais, il faut forcément que le dialogue social prenne ça en compte parce que si les salaires sont payés par exemple en francs congolais et que le taux de change, je veux dire que affecte même le salaire qui a été négocié avec cet employé dans un temps donné, vous voyez que si on négociait à un temps donné, on gagne un salaire de $500 par rapport au taux qu'on a négocié, et puis quelques mois après, on se retrouve avec le même salaire, mais qui équivaut en dollars, $400 ou $300, son pouvoir d'achat a baissé. Donc, il faut forcément qu'on voit tous ces aspects macroéconomiques et que les décisions pendant le dialogue social prennent tout ça en compte et quelque part nous décider que les salaires soient carrément payés en dollars pour que l'impact soit moins sévère sur les travailleurs. Donc, normalement, les dirigeants syndicaux en entreprise doivent soulever cette question-là avec le syndicat national, qui porte ensuite les questions économiques en conversation ou soit au niveau tripartite. Parce que dans certaines entreprises, on a le gouvernement qui est propre, surtout les entreprises d'État, on a le gouvernement qui est là, on a aussi l'autre partenaire qui est un partenaire peut-être 50-50 avec le gouvernement, et puis on a les syndicats en entreprise. Donc, l'important, c'est qu'il faut que ces conversations-là aussi impliquent le gouvernement pour pouvoir adresser toutes ces questions macroéconomiques-là, voilà, avec ces partenaires-là. Donc, oui, on doit étendre ces questions, ces conversations en matière de négociation collective, il faut que ça s'étende sur le volet économique et le volet environnemental. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Paul. Donc, c'est bien compris qu'il ne faut pas seulement se limiter à négocier le salaire. Il n'y a pas que ça à mettre sur table. Il y a des questions aussi macro qui doivent faire partie du dialogue social. Et comme l'a expliqué Madame Paul, il y a un aspect gagnant-gagnant quand on aborde les questions liées à l'environnement parce que le travailleur finit par entrer dans son milieu social et qu'il est affecté par l'environnement qui est touché par les entreprises. Alors, Joe, moi, j'aimerais bien entendre Joe. Oui, voilà, en fait, j'ai une follow-up question par rapport à ce que Mme Paul a dit. Et je voulais la poser à Bernard pour lui demander, en fait, donc,
outre ce que Mme Paul a dit et en prenant les mines et les remote sites comme exemple, une entreprise comme la vôtre, pour une entreprise comme la vôtre, quels sont les avantages que les employés ils ont, quels sont les avantages que les syndicats donnent en fait aux employés? Pourquoi est-ce qu'un employé doit ou devrait faire partie d'un syndicat? Et je pense que la même question pourrait être posée aussi à M. Valéry. Il pourra compléter vu que lui fait partie, il est les représentants d'un syndicat aujourd'hui qui est national. Donc ce serait intéressant que vous puissiez parler directement aux employés congolais, vous qui œuvrez ici au Congo, pour nous dire quels avantages est-ce que vous sentez que le syndicat apporte à l'employé. Merci. Merci beaucoup, Joe. Déjà, de par la loi, quand l'article 259 de notre Code du travail stipule que la compétence de la délégation syndicale s'étend sur l'ensemble des conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc, c'est le seul instrument, c'est la seule institution à qui la loi donne le pouvoir de représenter les salariés. Et la loi oblige même à tout employeur, déjà à partir de 10 salariés au-dessus, de pouvoir mettre en place ou organiser les élections pour que les salariés puissent se faire représenter. Donc, il y a un intérêt pour les salariés de s'affilier à un syndicat. Je peux citer 3. Premièrement, le syndicat joue à la protection de l'emploi. Qu'on ne peut pas sanctionner un salarié là où il y a un syndicat sans convoquer la commission de discipline à laquelle le syndicat participe. Et l'expérience de terrain a démontré que quand il n'y a pas de syndicat dans la commission de discipline, c'est comme quelqu'un qui est devant un procès sans avocat. Et toutes les fois que le syndicat participe, le salarié peut protéger son emploi, sauf lorsqu'il a délibérément violé les règles ou il a posé un acte de fraude. À ce moment-là, le syndicat peut encadrer, mais la sanction pourrait tomber. Deuxièmement, le syndicat a pour le rôle de négocier les avantages additionnels. Le Code du travail, il prévoit des avantages minima, mais les conventions collectives que négocient les syndicats apportent en plus à ce que la loi prévoit. Et enfin, vous avez parlé de l'environnement. Les syndicats est, de par la loi, membre de cette commission qu'on appelle santé, sécurité, environnement au travail. Vous voyez, et les syndicats participent pour s'assurer que, au-delà des salaires, l'agent travaille avec un environnement ergonomique. Il travaille dans un environnement qui n'expose pas sa santé à la destruction. Il a les outils qu'il faut. Donc, voilà 3 raisons pour lesquelles un salarié devait nécessairement s'affilier à un syndicat de son choix. Excellent, merci, Monsieur Béa. Il y a donc des avantages à appartenir à une délégation syndicale. Et, on va laisser Monsieur Valéry continuer aussi. Voilà. Sur la même question ajoutée. Oui, je voudrais ajouter sur ce que l'ami Béa vient de dire tout à l'heure. Il a pleinement raison. Le rôle du syndicat est extrêmement grand et important pour la vie du travailleur. Le syndicat est d'abord défenseur du travailleur. Donc, le premier rôle, c'est la défense des travailleurs. Donc, quand on défend un travailleur qui n'est pas protégé, qui n'est pas syndiqué, s'il trouve on ouvre un dossier disciplinaire, il doit être nécessairement assisté par les syndicalistes. Donc, il est protégé. Donc, le premier rôle du syndicat, c'est la défense de l'affilié. Autre rôle, c'est ce que camarade Béa vient de dire, c'est la protection du travail de l'employé. Donc, l'employé est protégé par la loi à partir de la formation syndicale qu'il va suivre. Parce que le rôle du syndicat est de former aussi les travailleurs. Autre rôle important
c'est la promotion des intérêts des travailleurs. Donc, mon ami Béa l'a dit autrement. L'intérêt est trouvé au niveau des négociations. Donc, on ne va pas appeler l'affilié pour aller discuter son salaire. C'est le syndicat qui va discuter avec l'employeur et éventuellement arriver à un protocole d'accord. Donc, le rôle et trois rôles sont très importants. C'est ainsi que, ici chez nous, nous sommes en train de sensibiliser tous les travailleurs à s'affilier au syndicat. Nous sommes dans un monde qui est planétaire. Donc, le syndicat est en train de jouer un grand rôle dans ce monde. C'est ainsi que la présence du syndicat dans un milieu de travail a un rôle important à jouer. Donc, trois rôles, je me résume, la défense, la protection et la promotion des intérêts. Voilà ce que je peux ajouter. Bien, merci beaucoup, M. Valéry. Alors, il y a une question que nous allons prendre directement de l'audience. Est-ce que M. Emmanuel Mouliro, vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, nous allons vous mettre en live pour que vous puissiez poser votre question directement. Joe, si tu peux… oui, nous avons ouvert son microphone. Donc, M. Emmanuel Mouliro, vous pouvez vous poser votre question. Vous adressez votre question à qui, M. Emmanuel? Monsieur Emmanuel, vous nous entendez? Moi, j'ai vu sa question. Il a posé peut-être le temps qu'il se… Monsieur Emmanuel, on a vu qu'il a mis son micro. Il s'est connecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, monsieur Emmanuel. Allez-y avec vos questions. Oui, bonjour. Ma question est celle-ci. Pourquoi dans certaines entreprises, les membres de la représentation syndicale semblent être dictés par l'employeur? Ça, c'est ma première question. J'ai illustré ma question par un exemple. Dans certaines entreprises, il y a des départs qu'on appelle séparation amiable prévue par l'employeur. Et il se peut que l'employeur met en avance sa convention collective qui a été validée par les syndicats, entre parenthèses, au lieu de mettre en avance la loi que prévoit le Code du travail. Merci. Vous l'adressez à qui, monsieur Emmanuel? Ou est-ce que c'est à tous les panélistes ou à un panéliste particulier? Je l'adresse à Bernard. Merci. Ok, très bien. Bernard, vas-y. Merci, Emmanuel. La première précision que je dois apporter, la loi ne prévoit pas 36 mois en cas de séparation à l'amiable. Très souvent, les salariés font cette confusion-là. La loi dit ceci. En cas de licenciement abusif, lorsque cela est prouvé, l'employé doit être réintégré en entreprise. Mais s'il n'est pas réintégré, il va au tribunal. Au moment de la condamnation de l'entreprise par le juge, il peut infliger à l'entreprise des payer des dommages et intérêts dont le montant ne dépasse pas les 36 mois du salaire. Donc, il n'est pas dit qu'on doit remettre au salarié 36 mois. Mais lorsque le juge est en train de condamner, les dommages et intérêts qu'il doit fixer, le maximum possible, c'est les 36 mois. Il peut décider de 10 mois, de 4 mois, de 5 mois, mais ne peut pas dépasser les 36 mois. Tu vois, c'est laissé à l'appréciation des juges. Alors que lorsqu'il y a une convention collective, les employés et les syndicats et les bas employeurs décident, discutent, ce n'est plus à la tête du client. Il y a le minimum qui est garanti. Ça, c'était la précision par rapport à votre dernière question. Alors, pourquoi certains syndicats semblent être dictés par la société? Je pense que votre question est pertinente et c'est vrai. Parce qu'il y a des entreprises où les représentants des salariés ne sont pas élus par leurs collègues. Ils sont juste une fabrication de l'entreprise. Et voilà pourquoi j'ai dit à un autre camarade qui avait posé la question avant,
que tout doit partir par le choix que vous faites de vos délégués. Celui qui vous défend, c'est votre délégué. Choisissez la personne qui est intègre, la personne qui connaît la matière, la loi, et qui a la capacité de négocier. Et surtout qui ne peut pas se compromettre ou vendre son apostolat pour de l'argent. Lorsque, au moment de faire le choix, vous ne choisissez pas de bonnes personnes, à la fin, vous allez récolter ce que vous déplorez aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Béat. Très important que vous ayez clarifié cela parce qu'effectivement, il y a des employés qui se disent 36 mois, peut-être que c'est un raccourci qu'ils veulent prendre directement pour avoir les 36 mois payés par l'employeur en cas de conflit et en cas de procès. Mais moi, j'aimerais bien que nous faisions au fait une petite comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Est-ce que Monsieur Fons, vous pouvez rebondir sur la question et nous dire qu'est-ce qui se passe en termes de résolution de conflit ou bien en cas de procès? Quelles sont les indemnités qui sont payées aux employés par l'employeur dans les cas donc, l'exemple qui a été précité? Aussi, Mianda, avant, Monsieur Fons, excusez-moi, je voudrais vous donner déjà un follow-up question directement. C'est que, en répondant, si vous pouvez aussi rebondir sur l'aspect Covid-19, qui, surtout en Europe et dans beaucoup d'autres pays, a probablement été une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup de séparations. Donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce que le dialogue social, pour revenir sur le dialogue social, a pu aider dans ce genre de moments comme la pandémie. Merci. OK, donc deux choses. Hein. Donc, en ce qui concerne les montants à payer en cas de licenciement, ça dépend un petit peu le motif. Il y a des licenciements qui sont motivés en cas de motif économique. Alors, il y a les préavis légaux qui sont d'application en Belgique. Et là, tu peux, OK, c'est pas exactement parce que c'est donné en semaine, mais finalement, ça arrive plus ou moins à 1 mois de préavis, 1 mois de salaire par année de service que l'employé a fait. Ça, c'est le licenciement normal. Maintenant, en cas de licenciement abusif, ça, c'est autre chose. Là, éventuellement, le travailleur peut aller au tribunal de travail pour revendiquer un licenciement abusif. Ça veut dire que c'est le travailleur qui doit prouver qu'il a été licencié sans il y a une vraie cause. À ce moment, donc, il y a éventuellement 6 mois de salaire en plus. Mais voilà, le préavis va payer plus 6 mois, ça c'est la sanction en cas de licenciement abusif. Maintenant, en ce qui concerne le COVID, c'est vrai, le COVID a créé beaucoup de problèmes dans notre pays. La majorité des entreprises, là, les travailleurs qui sont dans les bureaux ont eu le conseil de travailler à la maison. Maintenant, pour ces travailleurs, il n'y avait pas grand changement dans leurs revenus, mais dans leurs conditions de travail, oui. Parce que aussi pour les syndicats, c'était un grand changement. Un syndicat qui vit doit pouvoir consulter ses travailleurs. Aujourd'hui, déjà depuis plus qu'1 an et demi, les travailleurs sont à la maison, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer. OK, il y a l'informatique, mais l'informatique est bien organisée pour faire son travail. Pour faire le travail syndical, ça pose déjà un problème. Maintenant, il y a aussi beaucoup des usines qui ont été fermées où on ne pouvait pas travailler. Je pense par exemple à l'Oreca qui est déjà fermé presque 1 an et demi en Belgique avec une petite pause pendant l'été passé. Mais pour le reste, tout le monde était en chômage. Là, il y a déjà un bon système de chômage économique qui est actif en Belgique. Donc, on reçoit une certaine indemnité, c'est plus ou moins 70% de son salaire que la caisse sociale du chômage va payer. Et au-delà, on a aussi donc donné des primes extraordinaires qui sont payées par le gouvernement. Mais finalement, ça fait un trou dans les finances du gouvernement. La réparation doit encore se faire par après. Et qui va payer la note, ça, c'est pas encore clair. Hein?
Donc voilà, au niveau de revenus, je pense que nos gouvernements ici en Europe et aussi en Belgique ont fait ce qu'ils ont dû faire. Il y avait déjà un bon système de protection sociale, de sécurité sociale, qui est d'ailleurs payé par les travailleurs, par les travailleurs et les employeurs. Ce sont les deux parties qui paient la sécurité sociale en Belgique. La sécurité sociale en Belgique est payée dans l'intérêt de ne jamais pouvoir bénéficier de ça. Quelqu'un qui a payé toute sa carrière pour le chômage, mais qui n'a jamais été en chômage, il a payé le chômage de son collègue qui est tombé en chômage. Mais ça, c'est le principe de la solidarité. Et c'est aussi une réponse que je voulais donner à la question pourquoi être syndiqué. C'est aussi une question de solidarité. Moi, je veux payer une cotisation pour renforcer le syndicat, parce que le syndicat doit être fort, et quand le syndicat est fort, au moment que ce syndicat a des moyens, des permanents, des moyens pour se développer sur le terrain. Et pour cela, donc, le travailleur doit payer une cotisation. Maintenant, en ce qui concerne le COVID, le plus difficile pour nous, c'est qu'il y a des gens qui sont sans travail, sans revenus. Ça, c'est un petit peu réglé, pas à 100%, mais quand même bien réglé ici dans notre pays. Merci beaucoup, Bien, merci Monsieur Fons. Merci. Imianda, il y a une question de l'audience pour Monsieur Fons. Oui, il y a une question puisqu'il est en train de répondre. Il peut peut-être enchaîner vers la Et dans le chat, si non, je le trouve. on va laisser le monsieur vous poser la question en direct. D'accord, d'accord. Monsieur Silvano, oui. pouvez-vous ouvrir votre microphone, Monsieur Silvano, et poser la question à Monsieur Alphonse? Allô, Monsieur Silvano? Alors, je vois qu'il en mute et mute, il en mute et mute. Monsieur Silvano, allez-y maintenant. Oui, parlez un peu plus fort. Oui, moi, c'est Silvano Kibonge. Ma Parfait. question s'adresse à M. Fons, parce qu'il a d'entrée de jeu parlé du respect mutuel entre l'employeur et le travailleur. Ainsi que l'employeur n'a pas l'habitude de respecter cela. Et même des mécanismes. Alors, Monsieur Silvano, malheureusement, votre... Pour contourner. Pardon, mais je n'entends Oui. Je n'entends pas Monsieur Silvano. C'est-à-dire Je pense qu'il a écrit sa question dans les mettant en place dialogues. des journaliers pour éviter, non, c'est premièrement d'avoir la création d'un syndicat. Oui, pardon, mais je n'ai pas entendu la question. Monsieur Silvano, malheureusement, je vais devoir vous mettre en mute, comme on n'a pas beaucoup de temps. Monsieur Alphonse a vu votre question dans le Q&A, et donc il va pouvoir répondre à la question. Non, je n'ai pas encore lu la question. Ah, vous n'avez pas lu. Me poser la question. Alors, je vais vous lire la question de Monsieur Silvano. J'espère la trouver là quelque part. Elle est là, je peux la lire. Hein. Vas-y, s'il te plaît. Merci. D'entrée de jeu, Monsieur Fons, vous avez parlé du respect mutuel entre l'employeur et le travailleur, ainsi que la bonne protection légale. Au niveau du secteur minier, on constate que l'employeur n'admet pas cette vision win-win en mettant en place des mécanismes tendant à éviter la création d'un syndicat pour non seulement ne pas être interpellé, mais aussi pour éviter le dialogue social. Alors, la question se pose à plusieurs volets. Peut-être que je peux directement enchaîner à la prochaine. Il disait, comment est-ce qu'on peut mettre fin au phénomène qui veut qu'une personne qui travaille pendant plus de 10 ans dans le secteur minier, mais avec le statut de journalier, tout en prestant chaque jour sans intervalle. Je comprends M. Silvano peut-être du secteur minier. Et après, pourquoi l'employeur n'a pas l'habitude de prendre en charge des travailleurs ayant le statut de journalier lors des accidents de travail dans le secteur minier? Donc, première question, vous l'avez peut-être bien entendu ou pas, c'est la question en fait de mécanisme qui est mise en place par les employeurs dans le secteur minier pour qu'il n'y ait pas de création de syndicats dans l'entreprise, mais aussi pour ne pas être interpellé et qu'il y ait absence de dialogue social en entreprise.
Oui, bon, Et aussi, comment mettre fin à un phénomène qui existe. Apparemment, il y a des employés qui ont fait plus de 10 ans dans le secteur minier, mais avec le statut de journalier. Ça, c'est un problème auquel ils font face. Oui, merci pour la question. Mianda, mais ça dépend aussi de la législation au Congo. Et moi, je connais la législation en Belgique. On m'a déjà informé de certains aspects de votre législation. Ça dépend aussi un petit peu de la protection des travailleurs sous-traitants, des travailleurs intérimaires, des travailleurs journaliers. De quelle façon est-ce qu'ils sont protégés par la loi? Parce que les employeurs, ils utilisent la loi. C'est normal, tout le monde va utiliser la loi. Même un syndicat va se baser sur la loi pour donc faire respecter les droits des travailleurs. Je ne connais pas à 100% le code de travail au sein du Congo pour vous dire, pour répondre à cette question. Mais pour moi, il est très clair. Ici, en Belgique, nous sommes arrivés à une législation qu'on croit qu'un intérimaire, par exemple, a le même statut qu'un travailleur fixe. Il doit avoir les mêmes conditions de travail. S'il y a une convention collective au sein d'une entreprise, cette convention collective est aussi valable pour le travailleur intérimaire. Travailleurs journaliers, on ne connaît presque plus ici en Belgique, donc c'est un système qui n'existe pas. Pour les sous-traitants, bon, là je fais allusion que dans les secteurs, il y a donc des conditions de travail minimum. Et au-delà, comme déjà un intervenant a déjà dit, il y a des conventions d'entreprise, les conventions collectives dans l'entreprise qui peuvent améliorer le socle minimal du secteur. Même si on est sous-traitant, on est lié à un secteur. Je prends les mines au Congo, tous les artisanales, ils travaillent dans les mines, mais ils n'ont pas de statut. Le jour où ils peuvent avoir le statut, le jour où il y a, par exemple, une convention collective pour les mines au Congo qui va fixer un salaire minimum, alors tout le monde peut aller au tribunal de travail pour revendiquer ce salaire minimum. Mais aujourd'hui, ce socle sectoriel n'existe pas. Il y a des bonnes conventions d'entreprise et ça, ici, au sein des pays européens et aussi en Belgique, nous sommes arrivés à des minimums au niveau sectoriel qui sont à améliorer dans les entreprises. Mais alors, les travailleurs ont déjà ce minimum, ils ont déjà cette petite protection, tandis que s'il n'y a rien, alors ils sont dans le vide et les employeurs font ce qu'ils veulent à ce moment. Voilà, très bien. Monsieur Alphonse. On va peut-être demander, Mianda, si tu me permets, on va peut-être demander à Madame Paul et à Monsieur, et aussi bien sûr à Monsieur Valéry, qui tous les deux œuvrent. Madame Paul œuvre beaucoup juste avec des syndicats, renforcement de capacité des syndicats dans la région et en RDC aussi, elle a travaillé en RDC, et à Monsieur Valéry qui lui est syndicaliste, donc il pourrait également brosser la question qui est pertinente. Et surtout, si je vois par le commentaire de Monsieur Job Sherman qui lui dit qu'ils vivent une réalité au fait que les délégués syndicaux sont considérés comme des travailleurs. Donc, on sent ici par plusieurs personnes que malheureusement, le syndicat n'a pas la force nécessaire pour faire face et représenter en fait leurs affiliés de la meilleure manière possible. Donc, je pense que ce serait intéressant d'écouter Madame Paul, de voir quel travail est-ce que eux ils font. Donc, Madame Paul, quel travail vous faites et vous avez déjà fait. Et aussi, de même pour Monsieur Valéry, qui puisse nous donner un peu plus de détails peut-être sur la RDC en soi. Merci. Merci beaucoup. C'est Joe, n'est-ce pas? Joe? Merci beaucoup pour la prise de parole. Par exemple, au niveau de l'international, ce qu'on fait, et puis ça, si je peux ajouter à ce que le camarade Fonce de Potter a dit par rapport au travail, au fait que certains de ces conventions collectives ne s'étendent pas jusqu'aux travailleurs précaires ou contractants. Au niveau de l'international, ce qu'on fait plutôt, c'est d'essayer d'amener
la plupart du temps, des grandes entreprises multinationales, parce que c'est beaucoup plus facile avec elles, puisqu'elles ont des représentées un peu à l'échelle mondiale, et donc dont l'image est un peu très, très importante. Donc, pour ce qu'on fait, par exemple, au Congo, si je peux donner l'exemple de Glencore, avec lequel on a fait vraiment des campagnes intensives pendant des années, et on a essayé de collaborer. Ce qu'on fait, c'est que quand on est en négociation avec ces grandes multinationales-là, on demande, hein, ça c'est une de nos demandes, que certains des avantages qui sont donnés aux travailleurs permanents s'étendent aussi aux travailleurs précaires. Et pour la plupart du temps, même hors du secteur minier, on les appelle les Global Framework Agreements, des accords cadres internationaux où, dans ces clauses-là, on s'assure que les questions relatives aux conventions 87 et 98 de l'OIT sur les conditions de travail décentes, tout figure dedans afin que, par exemple, en entreprise, l'entreprise donne des conditions assez favorables et par rapport aux travailleurs permanents et aux contractuels. C'est vrai que par rapport à ce que le camarade Alphonse a dit, pour ce qui concerne les travailleurs journaliers, c'est un peu c'est assez précaire jusque-là pour les expériences que j'ai vécues. Donc, je peux dire que eux, la plupart, leurs conditions est toujours restées aussi précaires et tous les efforts qu'on fait. Par rapport au travail qu'on fait au Congo, depuis pratiquement une dizaine d'années, c'est d'amener le travail à comprendre l'importance d'un syndicat fort en entreprise. C'est vrai que du fait de la structure même syndicale au Congo, et les choses sont quand même un peu très compliquées de fait de la multiplicité des syndicats en entreprise, ce qui donne quand même un certain poids à l'employeur qui, la plupart du temps, utilise ça pour pouvoir opposer les différentes parties. Et ça, c'est carrément, dans ce genre d'entreprise-là, il n'y a pratiquement pas de dialogue social. L'important, c'est que la différence, c'est que quand l'un des syndicats ou plusieurs de ces syndicats-là sont affiliés à une fédération internationale comme la nôtre, on essaie à l'échelle internationale de pouvoir adresser certaines questions des travailleurs dans cette entreprise-là. On réussit, mais pas tout le temps. Mais je veux dire que par rapport à cette question-là, c'est quand même un peu difficile au Congo, du fait, comme je dis, de la structure même du syndicat en gros au Congo. Et c'est ça qui, je veux dire, qui complique les choses. Mais on ne perd pas espoir, on continue toujours dans la plupart de nos formations. On espère qu'un jour, on essaiera de trouver peut-être une forme que les travailleurs comprendront et qui sera peut-être moins compliqué, encore que pour moi, qui ait des expériences un peu différentes de celles qu'il y a au Congo. Mais je peux dire que quand on fait les comparaisons, il y a lieu d'apporter une certaine amélioration au niveau du syndicalisme quand même congolais. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, on a des échanges très intéressants et j'aimerais diriger l'une des questions qui a été adressée de l'audience. C'est un des spectateurs qui posait une question à M. Valéry. Monsieur Valéry, un employeur est-il en droit de licencier un représentant syndical? Et aussi, quelle est la responsabilité du gouvernement de la protection de la liberté syndicale? Le gouvernement ayant un rôle important de réguler, mais quelle est sa responsabilité exactement dans la protection de la liberté syndicale? Et est-ce que l'employeur est-il en droit de licencier? Monsieur Valéry, allez-y s'il vous plaît. Oui, merci. Non, il y a des lois et des textes qui régissent l'employeur et le travailleur ici. L'employeur ne peut pas licencier un affilié, en fait un délégué syndical, si je veux dire. Ok, jamais. Allô?
Vous dites, il Allô? ne peut pas, si j'ai bien compris. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est l'inspection du travail. Il y a l'inspecteur du travail qui vient sur le terrain pour se rendre compte de la faute commise par le délégué. Mais l'employeur seul n'a pas le pouvoir de faire partir un délégué syndical du service. S'il quitte le service, c'est sur décision de l'inspection du travail. C'est ce qui se passe chez nous. Allô? Oui, nous Oui, vous nous vous allez-y. écoutons, Monsieur Valéry. Oui, je disais ceci. L'employeur chez nous n'a pas seul le pouvoir de faire partir un délégué syndical du service. Si un délégué syndical commet la faute, on fait appel à l'inspecteur du travail. C'est celui qui vient, qui va vérifier si la faute commise mérite nécessairement un licenciement. Et la décision est prise par l'inspection du travail et non par l'employeur. Il peut proposer, mais si on trouve que la faute ne permet pas, ne donne pas l'occasion de faire partir les travailleurs, le travail reste au service. Ça, c'est la décision de l'inspection du travail. C'est ainsi que le travailleur est protégé chez nous. À vous. Merci, Monsieur Valéry. Moi, je voulais vous poser aussi une question qui un peu rebondir sur ce que Madame Paul avait dit sur le manque de cohésion au niveau des syndicats en RDC. Est-ce que vous ressentez la même chose? Si oui, pourquoi? Et surtout, que pouvons-nous faire pour que ce manque de cohésion ne soit plus? Merci beaucoup. Il y a nécessairement manque de cohésion entre les syndicats. Cette carence est due, au leadership. Chaque syndicat cherche à se faire sentir qu'il existe. 2, à la prolifération des syndicats jeunes. Tellement qu'on en a beaucoup ici, chaque syndicat, s'il rate aux élections sociales et qu'ils n'ont pas de siège, ils font une autre majorité, à part la majorité qui a été décidée par les travailleurs. Aussi, la politique intervient pour diviser le syndicat. C'est un élément important. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1, il faut lutter contre la prolifération des syndicats et que le gouvernement doit accorder les subsides et la subvention importante aux syndicats pour que les syndicats s'organisent en dehors des cotisations syndicales. Il faut aussi faire respecter les textes légaux et surtout respecter la représentativité et favoriser les dialogues sociaux et la présence des femmes au sein du syndicat. Ce sont là les critères importants pour éviter, pour qu'il y ait cohésion entre les syndicats. J'ai beaucoup aimé le dernier point, la présence des femmes au sein du syndicat étant un élément très important. Je dois applaudir à ça, pas parce que je suis biaisée, mais voilà, je crois que M. Béa, M. Bernard Béavé voulait enrichir. J'ai vu une main levée. Je voulais juste avant que M. Bernard, on a notre contrôleur en back-office qui nous a dit que le temps est limité. Le temps est passé vite. Voilà, et le temps est passé très vite. C'est tellement intéressant. Donc, je voudrais que M. Béa puisse ajouter dans le propos, mais aussi donner son dernier mot. Et comme ça, on va tourner, on va faire un tour de table en bon dialogue social. On va faire un tour de table pour chacun, donc en commençant par Monsieur Béa et en terminant par Monsieur Valéry, vu que c'est lui qui vient juste de terminer de prendre la parole. Merci. Je pense que en langage syndical, on dit sans objet lorsque ce qui a été dit est pertinent. Monsieur Valéry a dit tout ce que je voulais dire sur la protection du délégué syndical ou sur la raison de cette incohérence ou le manque d'une voix unique au niveau de tous les syndicats du Congo. Revenant au thème de ces webinaires, je vais dire que le dialogue social, c'est vraiment un instrument important qui doit être développé, cultivé et protégé au sein de toutes les entreprises qui veulent réussir. D'un côté, il permet à l'employeur
de bien communiquer sa vision au banc syndical et ce dernier va le relayer au niveau de la base, qui est la grande majorité des travailleurs. Et cette fois-là, lorsque tout est bien intériorisé, la motivation est là, mais ça permet aussi aux syndicats de prendre les revendications des salariés et de les faire monter au niveau du management afin qu'ils puissent aussi les considérer dans l'élaboration de leur plan stratégique. Ça, c'est à un niveau-là que le win-win devient une réalité. Mais pour y arriver, il faut des syndicats forts, des syndicats formés, des syndicats intègres quelque part et engagés, mais aussi de la bonne volonté de la part du banc employeur. Nous avons beaucoup à dire, mais nous pensons qu'en gros, c'est ça qu'on doit comprendre par le dialogue social et son caractère gagnant-gagnant au sein des entreprises. Et merci encore à tous pour ce temps et à Kelobantu, Sodeiko, Mianda et tout le monde pour cette opportunité de partager. Et tous les autres panélistes, Madame Paul, Monsieur Alphonse, Monsieur Valérie, c'est un plaisir de partager ce panel. Vous nous avez enrichis et nous espérons nous retrouver à d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Monsieur Alphonse? Oui, voilà, donc je veux encore lancer quelques idées, vu mes expériences au Congo, avec une vue de quelqu'un de l'extérieur, parce que je ne vis pas dans votre pays et je ne vis pas vos réalités, mais je les ai vues quand j'ai développé le syndicat sur le terrain. Tantôt, il y avait déjà une discussion sur le nombreux nombre de syndicats que vous avez au sein de RDC, au sein du Congo. Ici, en Belgique, on pense qu'il s'agit d'entre 300 et 400 confédérations syndicales au sein de tout le Congo. C'est quand même énorme pour faire fonctionner ce système. La différence ici en Belgique, il n'y a que 3 syndicats qui sont reconnus par la loi. On ne peut pas faire la création d'un 4e ou d'un 5e, c'est interdit. On peut poser des questions sur la liberté syndicale, mais le système fonctionne quand même. Tandis qu'au Congo, j'avais l'expérience, si on est mécontent dans son syndicat, on se retire, on fait la création d'un autre syndicat. Cette diversification de syndicats, je pense que ça pose quand même un problème, aussi pour les autorités. Et ça, c'est le dernier point que je veux faire, c'est le rôle des autorités, le rôle du gouvernement. On a posé beaucoup de questions sur des statuts faibles. Les statuts faibles peuvent exister au moment que le cadre national de législation ne fonctionne pas bien. Par exemple, quoi avec le SMIC? Quoi avec les caisses de sécurité sociale? Est-ce qu'ils sont gérés unilatéralement du côté des autorités ou est-ce que les syndicats ont un rôle là-dedans? Notre code de travail, est-ce qu'il ne doit pas s'adapter de plus en plus? Dans l'enseignement, est-ce que là, il ne faut pas commencer à la formation des jeunes pour leur apprendre quelle est la concertation sociale, quel est le dialogue social, qu'est-ce que c'est le syndicat? Et aussi, donc, la dernière chose que je veux dire, c'était mon expérience. Le taux de syndicalisation reste assez faible, mais ce qui est encore plus faible au Congo, c'est le taux de syndicalistes qui payent une cotisation. Parfois, donc, on me donne des listes des affiliés, mais est-ce que ces affiliés paient vraiment une cotisation de solidarité? Là, on peut se poser des questions. La force d'un syndicat, c'est si les gens veulent se mettre ensemble, mais veulent aussi faire un effort financier pour soutenir ce syndicat. Et ça, c'est un de mes messages. Au Congo, je suis convaincu que le gouvernement doit développer beaucoup plus une certaine schéma de négociation collective, comme quoi que le cadre légal va être renforcé. Et d'autre part, les syndicats doivent se renforcer aussi au niveau financier parce que l'existence d'un syndicat, ça veut aussi dire qu'il faut avoir des moyens. Et aujourd'hui, je vois trop de syndicats qui manquent de moyens au Congo. Et pour faire un dernier point, travailler ensemble, c'est avec cela qu'on gagne. Nous sommes une ONG belge, l'ONG belge VSM, Solidarité mondiale. Nous travaillons avec plusieurs syndicats au Congo.
notre existence, c'est créer des réseaux pour défendre la protection sociale des travailleurs. Dans notre réseau au Congo, il y a une vingtaine d'organisations. Parmi ces organisations, il y a plusieurs syndicats. Faire fonctionner ensemble les syndicats, c'est ça qui aide. Le Front commun syndical, c'est ça que nous voulons essayer de créer et pas vraiment la diversité de syndicats. C'est pas avec cela qu'on va aider. Et maintenant, je sais que tous les syndicats ont un fait d'existence et veulent contribuer à se développer. Est-ce qu'il y a des fusions qui doivent se réaliser au Congo? Je suis convaincu que une bonne plateforme syndicale, une bonne plateforme qui est créée entre les syndicats plus forts, avec cela, le syndicalisme au Congo va avancer. Et je vous remercie de pouvoir participer à ce webinaire. C'était un grand plaisir avec mes esprits d'être à nouveau au Congo. Et j'espère qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, que je peux recommencer à voyager, comme quoi que je peux encore une fois rencontrer mes amis au Congo. Tout à fait, un grand merci de m'avoir demandé d'être présent dans ce webinaire. Merci beaucoup à vous, M. Fonce. Et Madame Paul, vous allez aussi nous donner votre mot de la fin et clôturer. Je serai très succincte parce que le camarade France a dit beaucoup de choses par rapport au Congo et j'adhère à ce qu'il a dit, il n'y a pas à répéter. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais quand même que le syndicaliste congolais prenne exemple sur ce qui se passe à l'échelle internationale. Quand vous voyez que les fédérations comme les nôtres sont nées à l'issue de fusions, parce qu'on comprend qu'il y a des dynamiques dans ce monde-là qu'il faut essayer d'adresser. Et donc, on pense que essayer de fusionner aujourd'hui, enfin, hier, on était peut-être une bonne dizaine de fédérations internationales. Aujourd'hui, on a peut-être environ de 6 à 7. Et donc, je pense que cet exemple doit servir aux syndicats congolais pour leur dire que c'est ensemble, comme le camarade Fonce a dit, ensemble, on peut gagner. Et quand on est divisé, on peut aboutir à rien du tout. Donc, c'est un message que je lance à mes frères et à mes sœurs congolais là-bas, de penser à tous ces travailleurs-là qui n'ont même pas encore l'opportunité d'être syndiqués. Et ce sont ces personnes-là à qui elles doivent penser lorsque, quand ils perdent les élections, ils décident de créer des syndicats. Je veux dire qu'il faut qu'on élargisse quand même nos champs notre vision en tant qu'Africains, comprendre l'importance de faire syndiquer et de faire éduquer beaucoup de nos travailleurs afin qu'on arrive à ensemble, de façon collective, à pouvoir avoir des avantages et des bénéfices en entreprise, quoi. Je veux découvrir tous les syndicats. Donc, je vous remercie vraiment pour cette opportunité-là. C'était formidable pour moi de pouvoir parler je suis ivoirienne, mais je suis là pour parler de mon expérience au Congo et je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire et vraiment merci beaucoup et restez en bonne santé là où vous êtes. Merci bien. Au revoir et merci encore aux panélistes. Merci, Madame Paul. Merci beaucoup, Madame Paul. Alors, Joe, Monsieur Valéry. Il y a Merci. qui doit... Oui, merci. Le dialogue social est un instrument important pour la vie d'un syndicaliste, à partir du moment où il encourage les consensus entre les acteurs, et puis il contribue à la transparence, et il réduit les conflits, il favorise la paix sociale et relance la productivité, enfin protège les travailleurs. Donc, pour tous les syndicalistes du Congo, nous devons nécessairement passer par cette voie pour résoudre les problèmes qui rongent nos entreprises. Et grâce à la solidarité par rapport à ce que M. Fonce vient de dire tout à l'heure, nous sommes en train de pouvoir suivre pas à pas pour que tous les syndicats de la RDC puissent arriver à vivre grâce aux cotisations de leurs affiliés. Pour ce qui me concerne, je remercie les amis Madame Paola Dansemine, Fonce de Potter, Bernard Beya, etc., pour m'avoir associé à ces débats. J'estime qu'il n'est pas le dernier et prochainement, on pourra peut-être ajouter plus. Ainsi, je vous remercie pour m'avoir associé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mianda, on va te laisser
la joie de faire le wrap-up de ce 9e webinaire. D'accord, merci beaucoup. Ce fut vraiment un grand privilège de vous avoir eu parmi nous. Un grand merci particulier à nos panélistes qui ont vraiment enrichi nos connaissances par rapport à leur expérience de terrain, que ce soit ici en RDC ou ailleurs. Il y a beaucoup de choses à discuter en ce qui concerne le dialogue social. Nous n'avons pas assez de temps. Vous voyez que là, une heure et demie carrément, ça s'est écoulé comme 1 minute et il y a eu tellement de questions. On n'a même pas pu aborder toutes les questions. Nous avons encouragé les participants à pouvoir nous envoyer les questions que nous allons transmettre à nos panélistes. Le dialogue social, donc, un véhicule pour amener les entreprises à atteindre la durabilité, mais aussi à emmener les employés à atteindre un potentiel maximal dans leur tâche, mais aussi en tant qu'individu. C'est une question qui va revenir, que nous allons encore aborder lors de notre forum, parce que le point culminant de tous nos webinaires, c'est de pouvoir concrétiser au fait vers des actions bien précises et voir comment est-ce que nous pouvons identifier des pistes de solutions aux défis que nous rencontrons dans le milieu du travail. Et ça sera en octobre. Mais en même temps, nous restons en contact avec nos partenaires et les participants à travers donc, notre email qui a été partagé ici. Nos contacts ont été partagés. N'hésitez pas à nous contacter et nous resterons aussi en contact avec vous. Un grand merci à mon co-modérateur Joe. Tu nous as manqué la dernière session. Ce fut vraiment un plaisir de t'avoir de retour parmi nous aujourd'hui. Et au back-office, notre équipe qui est là, qui a répondu aux questions. Et je vous remercie encore une fois et à la prochaine occasion. Donc, au prochain webinaire qu'est le Bantou, nous attendrons. Merci. Voilà, on espère une présentielle de tout le monde pour un workshop sur le dialogue social et sur les syndicats en octobre. Ce serait vraiment magnifique. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Merci Mianda, magnifique. Merci. Bonne soirée. Merci Mianda. Merci beaucoup à tous. Merci Paul, c'était un plaisir. Merci bien sûr aux participants aussi. Merci aussi à tous les panélistes. C'était vraiment un plaisir pour moi pour les rencontrer. Donc, est-ce qu'il est possible de m'envoyer les adresses e-mail des 3 autres panélistes, comme quoi qu'on peut tenir le contact? Bien sûr. Nous le ferons déjà quand on vous écrira dès demain. Comme ça, vous pouvez poursuivre les discussions et éventuellement vous préparer pour le forum. Pourquoi pas? Ce serait une bonne chose pour Kelo Bantou. Mais c'est toujours très important de tenir les contacts. J'ai vu quelques panélistes. OK, Paul, je lui connais de mon passé à Industrial. Elle a beaucoup d'expérience. Mais il y a aussi 2 personnes qui ont vraiment l'expertise au Congo. Et c'est ça qu'il faut avoir aussi dans une ONG où je travaille. Il faut vraiment avoir l'expertise des gens qui sont sur le terrain. Et je pense qu'avec Bernard et Valérie, j'ai rencontré 2 personnes qui ont vraiment l'expertise sur le terrain du Congo. Et c'est comme cela qu'il faut travailler ensemble. Le monde syndical et le monde économique n'est plus au niveau national dans un pays. C'est mondialisé et voilà, les intérêts sont les mêmes. Ici, chez nous, en Europe et en Afrique, je pense que nous devons faire ensemble le travail pour avoir une société de développement durable. C'est ça donc la beauté de Kelo Bantou, c'est aussi le réseautage, de pouvoir briser les frontières et mettre les personnes en contact pour pouvoir enrichir et élaborer. Donc, ça serait un plaisir de partager les adresses e-mail, Monsieur Fonce. Encore une fois, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci aux participants. Au revoir. Merci à vous tous.